juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'état d'urgence assoupli au Sénégal avec la reprise du transport interurbain dès ce dimanche à 5h du matin. Les nouvelles horaires du couvre-feu sont de 23h à 5h du matin. On en parle longuement dans cette édition. À la gare routière des Beaux-Maraîchers, la mesure est très bien accueillie chez les chauffeurs. Idem à Saint-Louis où les professionnels du transport réclame une répartition équitable de l'aide destinée au secteur. 89 nouvelles contaminations au coronavirus enregistrées ce jeudi, dont 15 issues de la transmission communautaire. Le ministre de la Santé parle d'une tendance baissière de la courbe épidémiologique depuis la 11e semaine. Et puis le monde des arts a appuyé à hauteur de 3 milliards de francs CFA, une information annoncée par le ministre de la Culture que vous entendrez dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, encore sans vie découvert à la plage de Mermoz. Il s'agit d'un jeune apprenti Ndiaye âgé de 17 ans, noyé depuis 3 jours. Bara Diouf, son nom. Écoutons son patron Ibrahim Hassen qui témoigne au micro de Cheikh Diop. Sama apprenti la barki dembu andon ak moromam ñi ñew fi geej. C'était mon apprenti. Il était venu à la plage avec 2 de ses amis. Et c'est depuis avant-hier que cela s'est passé. Quelques heures après, ses amis sont venus me dire qu'ils ont perdu de vue Bara Diouf. C'est après que j'ai fait une déclaration à la police. Bara Diouf. Le transport interurbain va reprendre à partir de dimanche à 5h du matin. Les restrictions sur les restaurants et autres sont levées, sauf les bars et sports de plage. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et celui des Transports, Oumar Youm, ont apporté des détails sur ces nouvelles mesures. Alassane Ba nous en parle. L'État répond favorablement au cri de cœur des transporteurs. Le transport interurbain reprend à partir de dimanche à 5h du matin. Tous les transporteurs sans exclusif sont tenus donc d'organiser les départs et arrivées de leurs véhicules à partir des gares et horaires identifiés à cet effet. Et pour la région de Dakar, c'est la gare des Beaux-Maraîchers et la gare de Rufisque qui vont servir de gare officielle, ainsi que les horaires qui seront recensés au niveau de la région de Dakar. J'estime qu'à 20h, une gare routière devrait être fermée pour permettre justement de procéder au nettoiement et à la remise en ordre pour que la gare puisse être fonctionnelle dans les heures qui seront convenues. Des conditions sont fixées aux transporteurs, identification des passagers, désinfection des bus, entre autres mesures obligatoires. Nettoyer, désinfecter les véhicules avec les produits appropriés avant d'accueillir à son bord des voyageurs. Ils s'assureront du lavage des mains des usagers et de l'utilisation des gels hydroalcooliques ainsi que du respect du port systématique du masque dans les moyens de transport. Ça aussi, c'est une mesure qui reste en vigueur. Des enveloppes sont allouées aux différents acteurs du secteur. En grande masse, pour le transport interurbain, ce sera 1,8 milliard. Pour AFTU, 2,3 milliards. Pour Dakar Demdik, 2,450 milliards. Pour les taxis, 450 millions. Pour les gares routières, 600 millions. Pour les Ndiaganja et cars rapides, 300 millions. Pour les auto-écoles, 150 millions. Pour les motos, taxis, vélo-taxis, Jakarta, 450 millions. Et 150 millions pour le matériel et équipement sanitaire. À travers ces décisions, il s'agit de donner un souffle nouveau à notre économie presque à terre, conformément à une certaine maîtrise de la situation pandémique. Au-delà du transport, le couvre-feu est désormais fixé de 23h à 5h du matin. Le port du masque obligatoire, les restaurants vont reprendre du service, sauf les bars et sports de plage. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. Au total, le gouvernement, comme d'habitude,
reste à l'écoute des populations afin de contribuer à la relance des activités économiques. Une amende forfaitaire est prévue comme sanction contre les récalcitrants. Restons chez nous, c'est la place à restons vigilants. Le ministre Omar Youm l'a bien compris. Alassane Ba, la levée des mesures de restriction du transport interurbain, très bien accueillie à la gare routière des Beaux-Maraîchers. Ces chauffeurs demandent aussi la réouverture des frontières pour qu'ils puissent circuler librement dans l'espace CEDEAO. C'est un sujet signé Habib Faye et Modou Diop. Après les mesures restrictives sur le transport interurbain, l'étau se dessert. De nouvelles dispositions prises par les autorités et bien accueillies par les populations, à l'image de ces acteurs qui vivent du transport interurbain. Vraiment, c'est bien. Mais pour le moment, ça reste. Vous comprenez? Ça reste parce que normalement, 3 mois, personne n'a travaillé. Jusqu'à les gens arrivent à se révolter, c'est pas bien. Tout le monde sait que le Sénégal, c'est pas facile. C'est dur. Il y a des gens qui se lèvent le matin jusqu'à midi pour qu'ils puissent envoyer l'argent de popote à leur famille. Vous comprenez? Et la majorité des chauffeurs que vous voyez, c'est des pères de famille. Le chef de la gare va nous exhorter à son arrivée de respecter les mesures barrières. On aura un bon dispositif ici. Notre esprit est enfin tranquille. Rester 3 mois sans travailler, c'est dur. Maintenant, nous allons pouvoir emprunter la route à nouveau pour rallier l'intérieur du pays ou sinon, nous nous limitons à Kidira. À la gare des Beaux-Maraîchers, les chauffeurs affichent le sourire. Celui-ci liste déjà ses destinations. Il compte reprendre les longs voyages dès ce dimanche. La levée de la mesure de restriction tant attendue par les chauffeurs est enfin arrivée. Le service du transport interurbain paralysé depuis 3 mois va reprendre. On devra encore leur rappeler les mesures barrières et le code de la route. Qu'ils facilitent les accès et les travailleurs qu'on a été radiés, qu'on les reprenne, vous comprenez? Et là maintenant, c'est au gouvernement maintenant de décider, de dire, bon voilà, telle mesure qu'on a prise pour vous, et respectez cette mesure, mais allez-y travailler avec ça. Bonne nouvelle pour ces acteurs du transport, mais il faudra encore attendre car cette gare reste fermée jusqu'à dimanche prochain. Ils devront faire avec des milliers de clients impatients de retrouver leur famille de l'autre côté. De soulagement également pour les chauffeurs de la gare routière de Saint-Louis. Après 3 mois d'attente, ils ont salué les mesures prises par les autorités pour la réouverture des gares routières. Ces chauffeurs veulent également une répartition transparente et équitable de l'aide destinée au secteur des transports. Ousseynou Diop, Habib Faye. La reprise des activités du transport ouvre de soulagement pour les chauffeurs de la gare routière de Saint-Louis. Retrouvés dans leur lieu de travail, ils vont oublier les 3 mois de galère à cause de la pandémie du coronavirus. Remercier Dieu, remercier aussi le président de la République qui nous a donné un grand soulagement. On dit merci. Pour le respect des mesures barrières, les chauffeurs comptent les appliquer à la lettre. Nous allons respecter ces mesures barrières. Comme vous le savez, nous voulons travailler. Nous n'allons pas sacrifier nos clients. Le ministre peut compter sur nous. Nous allons tout faire pour respecter ces mesures barrières. Ces chauffeurs de la gare routière ont aussi bien accueilli l'enveloppe financière annoncée par le ministre du Transport, Omar Youm. Ils réclament surtout la transparence dans la distribution. Le président de la République a octroyé plusieurs milliards au secteur du transport. Nous, ce que nous demandons juste, c'est la transparence. Parce que, comme vous le savez, les chauffeurs ont attendu 3 mois pour reprendre leurs activités. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais nous demandons juste de la transparence. Les chauffeurs de Saint-Louis jubilent après 3 mois de confinement obligé pour éviter la propagation du virus. Ils ont demandé à tous leurs camarades de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Le vice-président de l'ASCOSEN apprécie la décision de l'État d'assouplir les mesures, notamment dans le secteur du transport. Moumar Sissé appelle au respect des nouvelles règles édictées par l'État dans les gares routières. Une tournée est prévue par ses défenseurs des consommateurs pour la supervision. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop.
Nous avons tenu une réunion et il en est sorti des décisions qui sont, par exemple, les gares au niveau de la région de Dakar seront identifiées. Cette identification permet à nous, représentants des usagers, de voir l'applicabilité au niveau des garages, si c'est respecté ou pas. Donc, nous allons être très vigilants sur obligatoire, sur le gel qu'on doit avoir à bord et sur le lavage aussi des véhicules chaque soir. Parce qu'un arrêté l'avait fixé, mais ça n'a pas été respecté par tout le monde. C'est des mesures qui sont faisables. Nous avons l'habitude que certains chauffeurs, en cours de route, prennent des gens. Il faut s'opposer catégoriquement. Un accompagnement de l'État a été fait pour que ces transporteurs-là respectent les conditions d'achat de gel, d'achat de masques par moment, mais je demande aux voyageurs d'avoir leur masque avec eux. Puis la levée de ces restrictions suscite beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux. Pour certains observateurs, il faudra de l'engagement communautaire pour accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle donne en pleine pandémie. En sujet signé Mohamed Samb et Armadouba. De l'espoir, il y en a dans cette nouvelle tournure de la gestion de la pandémie au Sénégal. La levée de certaines restrictions dans le secteur des transports impose plus de responsabilités. Que les acteurs du transport se disent, nous sommes responsables de la transmission du Covid. Et nous allons prendre toutes les décisions nécessaires pour faire en sorte effectivement que nous ne soyons pas convoyeurs du virus. Les usagers des transports en commun, que nous aussi nous pouvons transporter le virus, à partir de ce moment-là, c'est nous qui sommes individuellement et collectivement responsables de l'expansion du virus. Si tout le monde prend les mesures nécessaires, les mesures barrières, il me semble que ça peut réussir. Pour le président de l'ANET, il est urgent d'entamer la mise en œuvre de cette nouvelle gestion de la maladie. Maodo Malick Mbaye en appelle à la participation citoyenne. Nous appelons ceux qui sont en position de l'opérationnalisation de ces décisions d'aller très vite, mais d'adosser ça à une communication offensive pour que les gens puissent comprendre que ce qui a été décidé et annoncé a été réalisé. Nous tous, journalistes, hommes de médias, hommes de culture, transporteurs, étudiants, élèves, qui sommes concernés et qui sommes interpellés et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il y a des moments où on ne doit plus parler d'individualisme, mais nous devons parler en tant que nation. Le couvre-feu maintenu entre 23h et 5h du matin est diversement interprété. Tous les pays voisins ont levé le couvre-feu parce que ça n'a aucun intérêt. Ça veut dire que le couvre-feu signifie que le virus ne circule que la nuit. Non, avec tout ce que ça a produit, ce n'est pas la peine de maintenir le couvre-feu de façon assez soft ou quoi. Non. Les spécialistes des transports et de la mobilité nous font savoir que l'essentiel des déplacements de région en région se font la nuit. Nous pouvons le justifier avec ce qu'on appelle les horaires, les quarts horaires qui fonctionnent chaque fois du nord au sud, du sud à un certain nombre de coups que la nuit. Donc je pense que jusqu'à présent, le couvre-feu s'impose. Une batterie de mesures prises par le gouvernement pour l'assouplissement de certaines restrictions. À noter que l'engagement des communautés est encore exigé pour cette nouvelle dynamique dans la lutte contre la Covid-19. Et puis justement, le point du jour fait état de 89 nouvelles contaminations au coronavirus, dont 15 cas issus de la transmission communautaire. 82 patients sont déclarés guéris et 16 sont en réanimation. 3 nouveaux cas ont été enregistrés dans le département de Matam. Il s'agit de cas communautaires qui viennent tous de la région de Dakar, ce qui porte le nombre de cas à 4 en moins de 72 heures chez les populations. C'est la psychose totale, mais les autorités les invitent au respect strict des mesures barrières à Libandelnian. Le deuxième cas de la Covid-19 est un agent d'une entreprise en chantier dans un projet dans la commune de Rabadji-Civol. Les troisième et quatrième, tous des enseignants revenus dernièrement de Dakar. Ces 3 nouveaux cas communautaires sont désormais pris en charge au niveau du centre hospitalier régional de Matam. Aujourd'hui, au niveau du district sanitaire de Matam, nous venons d'enregistrer notre premier cas
et également 2 cas au niveau du district de Thilogne. Avant-hier, on était à 1 cas au niveau de Ranérou. Maintenant, on ne peut pas prédire le lendemain, mais néanmoins, ce qu'on dit aux populations, c'est d'être encore plus vigilants et de veiller aux mesures barrières. Mais également de continuer la sensibilisation pour que vraiment tout ce qui vient d'entrer dans nos zones puisse se signaler, on l'avait dit, pour qu'on puisse faire le nécessaire possible. On va interroger, voir maintenant s'il est nécessaire de prélever, et si on prélève, on va envoyer attendre les résultats. Et si les résultats s'avèrent positifs, maintenant la prise en charge va se faire. Donc heureusement pour l'instant, les cas qu'on a, c'est des cas asymptomatiques, ça veut dire qu'ils sont porteurs de virus mais qui ne présentent pas réellement de signes. Néanmoins, quand même, il y a un protocole qui a été établi et élaboré et qu'on va appliquer. Donc, pour ce qui concerne le cas du district de Matam, donc ce cas est pris en charge en même temps que le cas du district de Thilogne dans une structure sanitaire donc, de la région de Matam. Comme celui de Balel dans le département de Ranérou-Ferlo, les 3 nouveaux cas sont asymptomatiques, donc ne présentant aucun signe de la maladie. Toutefois, il faut relever que la peur et la panique commencent à gagner les populations de Matam qui, faut-il le rappeler, avaient tenu jusqu'au dimanche dernier avant d'enregistrer leur premier cas. Ali Bandelian, le constat du ministre de la Santé est une tendance baissière de la courbe épidémiologique depuis la 11e semaine. Cette réduction des cas traduit l'atteinte du pic dans notre pays. Abdoulaye Diouf Sarr, que je vous propose d'écouter. Entre la semaine du 20 avril et celle du 11 mai 2020, en effet, sur cette période, le nombre de cas confirmés est passé de 304 cas à 771 cas par semaine. Nous pouvons donc noter qu'à la semaine numéro 11, le nombre le plus important de cas par semaine a été noté pendant cette semaine. Actuellement, et depuis, nous constatons avec espoir une tendance baissière de la courbe des cas confirmés. Cependant, cette situation, en termes de progression baissière, depuis que nous avons atteint à la 11e semaine 771 cas, est une perspective certes encourageante, mais ne doit pas nous pousser au relâchement, mais plutôt nous engager dans une posture qui nous permette d'activer tous les leviers pour hâter cette progression dans une réduction des cas. Plusieurs localités des départements de Thiès et Tivaouane sont touchées. Les autorités administratives et sanitaires étaient en réunion à la région médicale de Thiès pour se pencher sur la situation du Covid-19. Cheranta Diop, c'est l'attire. La Covid-19 continue sa progression à Thiès. En moins d'une semaine, le nombre de patients atteints de la Covid-19 a augmenté. Plusieurs localités du département de Tivaouane, jusque-là épargnées, sont touchées. Thiès est à 194 cas, dont 9 cas importés, 160 cas contacts et nous avons 25 cas de type communautaire. Maintenant, il y a de nouveaux départs, il y a de nouvelles entrées de personnes qui sont contaminées et qui nous viennent quelquefois de Dakar. Ils ont voyagé pour venir à Dakar et dans certaines zones de la région de Thiès. Et c'est après qu'on nous les a signalés comme étant des cas contacts. Nous les avons testés et ils sont revenus positifs. Mais dans l'ensemble, la situation est maîtrisée dans la région de Thiès et dans ces différentes villes. Sur la levée des restrictions liées au transport, les gares routières reprendront du service. Le gouverneur de Thiès a exhorté les chauffeurs à prendre toutes les dispositions sanitaires pour lutter contre la propagation du virus. Autant on avait un protocole sanitaire, je pense, pour la rentrée, autant il faut trouver un protocole donc vraiment pour le secteur des transports et qu'on va essayer de respecter dans toutes les gares.
gare routière. Mais autant également, chaque personne à son niveau doit pouvoir se conformer à ce qui était utile pour la défense donc, de la nation. Les autorités administratives et sanitaires de Thiès comptent rencontrer les transporteurs dans les prochains jours pour mettre en place des stratégies. Tiaranta Diop, le monde des arts et de la culture appuyé à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Les détails de cette dotation seront définis, nous renseigne le ministre de la Communication et de la Culture que je vous propose d'écouter. Pour la gestion de ces ressources, 2 types d'organes sont prévus. Un comité de pilotage qui aura pour mission de définir les orientations et les mécanismes de gestion du fonds, sa répartition par sous-secteur, mais également de superviser et de contrôler son utilisation pour les différents bénéficiaires, en veillant à la transparence et à l'équité. Ce comité de pilotage sera essentiellement composé des représentants du ministère de la Culture et de la Communication et sera, dans un souci d'inclusion et de transparence, ouvert aux représentants des différents sous-secteurs choisis par les acteurs. 2. Des sous-comités sectoriels qui auront pour mission de définir la liste des bénéficiaires en suivant les critères d'éligibilité conjointement arrêtés avec les acteurs. Ces sous-comités concernent les secteurs du cinéma, du livre, de l'édition, du patrimoine culturel et des arts. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Au lendemain des échauffourées liées au manque d'eau à Cap Skirring, la commune signe une convention d'adduction d'eau potable au moins sur 11 km. Explication avec Aboubacar Diassi et Lamine Mandian. Après les incidents liés à l'insuffisance d'eau potable au Cap Skirring, la mairie de Diembéring et ses partenaires réagissent en signant cette convention portant sur l'adduction d'eau dans la commune. Je voudrais vraiment regretter les incidents qui se sont déroulés l'autre jour dans notre commune de Diembéring. Et c'est le moment de transmettre aux populations, surtout les victimes, les blessés, leurs familles, notre compassion. Bientôt, les travaux vont commencer sur le terrain. La finalité, comme on vous l'a dit tout de suite, consiste à démocratiser les questions de service de l'eau. Le village du Cap Skirring sera évidemment bien servi dans cette convention. Voilà, le projet dont il est question ici, je l'ai dit tantôt, c'est d'étendre et de densifier le réseau d'eau potable dans le village de Cap Skirring. C'est ça l'objectif qui est recherché, donc améliorer l'accès pour qu'il puisse permettre à chaque usager, ou en tout cas résident du village du Cap, de disposer de l'eau de manière raisonnable. Pour 11 km. Cette convention est signée en présence du chef de village du Cap Skirring. Et puis l'État du Sénégal et la Banque arabe pour le développement économique déboursent plus de 6 milliards de francs CFA pour l'assainissement des eaux usées sur la corniche ouest. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur général de l'ONAS, Lassana Gagnisaro, interrogé par Cheikh Diop et Youssou Baro. Ce projet, c'est 18 mois et nous allons essayer de raccourcir les délais pour les ramener à 16 mois au maximum. On ne devrait plus assister à ce que les populations souffrent. Ça fait toujours mal au cœur parce que nous avons une mission de service public que les populations souffrent de ces dysfonctionnements. Donc c'est 3 communes, 6 milliards et demi de francs CFA financés par l'État du Sénégal, 45 km de réseau. Ça veut dire 45 km, c'est poser des conduites de Dakar jusqu'à kilomètre 50. Ça permet de voir un peu l'envergure du projet. Ce projet, c'est un autre. D'autres communes vont attendre, mais nous sommes en train de travailler parce que c'est ça la solution. Il faudrait également que les populations nous accompagnent. Ces ouvrages ne seront plus ouvrages de l'ONAS, ce seront des ouvrages de la commune de la Médina, de la commune de Rebeuss, de la commune de Gueule-Tapée. Et on attend les maires qui nous accompagnent naturellement pour qu'on puisse avoir des comportements citoyens. Puis 6 nouveaux membres de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption ont prêté serment devant la Cour d'appel de Dakar ce jeudi, une mission qu'ils promettent de mener en toute transparence. Compte rendu signé Cheikh Diop et Youssou Baro. Je voudrais à ce titre magnifier la forte mobilisation et l'engagement exceptionnel
des femmes notées dans tous les départements du Sénégal et au sein de toutes les associations féminines. Aujourd'hui, nous relevons ensemble une partie du défi de la... Ce n'est pas le bon élément, certainement, nous y reviendrons plus tard. Agression du phare des Mamelles. L'association des géologues du Sénégal appelle les autorités pour la préservation du site et pour le président de l'association. Les travaux au niveau du site donc présentent un réel danger de dégradation de l'environnement. Ibra Seck, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Cher Diop et Youssou Baro. Je voudrais à cette... Pour la reprise, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que cette agression-là peut causer une instabilité de la colline. Parce que si vous regardez au sommet, vous avez ce qu'on appelle le phare des Mamelles, qui joue un aspect sécuritaire, parce que ça permet d'orienter les avions et les bateaux. Aussi, vous avez des roches volcaniques, appelées, c'est des basaltes sous forme de filons. Et sur ces basaltes-là, on a eu des intercalations de roches tendres qu'on appelle les scories. Et lors de la saison des pluies, ces roches tendres-là peuvent prendre de l'eau. C'est-à-dire on peut avoir des infiltrations qui peuvent entrer dans les pores et créer des phénomènes de lessivage et de dissolution. Et ces phénomènes-là peuvent entraîner une instabilité de la colline. Mais aussi, on peut avoir un jour, ce n'est pas exclu, le réveil du volcan et la disparition de tous les quartiers qui sont aux environs. Nous, en tant qu'association de géologues, c'est à nous d'expliquer les risques sur le plan géologique de l'exploitation de ce site-là. Parlons sport à présent, de retour sur les pelouses. Les clubs anglais auront droit à 5 changements par équipe. L'Olympique de Marseille menacé d'expulsion par l'UEFA pour non-respect du fair play financier. Et puis vers des Jeux olympiques simplifiés à Tokyo en 2021. On fait le point avec Cher Sadibou Diarra. Pour la reprise le 17 juin prochain, la Première Ligue adopte quelques nouvelles règles. Dans les mesures de prévention de blessures et de problèmes physiques des joueurs après 3 mois d'arrêt de compétition, le championnat anglais autorise 5 changements par équipe pour la suite de la saison 2019-2020. Les clubs anglais ont droit à avoir également sur le banc 9 joueurs au lieu de 7. La relance de la Ligue 1 en France est encore espérée par quelques clubs en dépit de l'arrêt définitif décidé par le gouvernement. Lyon, Toulouse et Amiens ont déposé un recours et défendu leur position au Conseil d'État ce jeudi. Ils demandent une saison blanche ou une Ligue 1 à 22 pour celle à venir. Le Conseil d'État va se prononcer la semaine prochaine. Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye, leader du championnat de Turquie, connaît son sort pour la saison 2020-2021. Le club turc ne participera pas aux compétitions européennes. L'UEFA le sanctionne pour non-respect au fair play financier. Un verdict qui guette l'Olympique de Marseille. Si le club français n'arrive pas à avoir un déficit maximum de 30 millions d'euros, il sera exclu de la Ligue des Champions. Les organisateurs des Jeux Olympiques Tokyo 2021 sont aussi dans l'incertitude. Le test de la Covid-19 obligatoire et la réorganisation des sites, des hébergements et des transports troublent leur sommeil. Face au coût accroissant dû au report, les Japonais pensent à une cérémonie d'ouverture de moindre envergure et un petit nombre de spectateurs le 23 juillet 2021. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. La suite, la deuxième partie de Soir d'Info avec vous, Aram Touré, à vous l'entendre.